La Bidasoa. Depuis le XVIIe siècle, ce fleuve côtier marque officiellement la frontière entre la France et l'Espagne. Cette frontière est aujourd'hui la nouvelle porte d'entrée en France des migrants. Au Pays Basque, des policiers français se disent débordés par la situation et des dizaines de bénévoles se mobilisent chaque jour pour aider ces réfugiés, pour beaucoup en transit. Alors comment expliquer cette situation? Qui sont ces migrants et comment se déroule leur passage ou leur intégration en Nouvelle-Aquitaine? Réponse dans cette enquête de région. Irún en Espagne, Hendaye en France. Depuis l'été 2018, ces deux villes ont subitement vu l'arrivée d'un nombre croissant de réfugiés. Depuis qu'en Italie, l'extrême droite au pouvoir a fermé ses frontières aux migrants via la Méditerranée. Du coup, ils tentent leur chance aujourd'hui par l'Espagne, puis notamment par ce pont ferroviaire qui relie nos deux pays. L'Espagne qui, en 2018, a enregistré l'arrivée de 57 000 migrants par la Méditerranée, c'est 3 fois plus en seulement un an selon l'ONU. Un défi migratoire pour l'Europe, mais aussi pour notre région. Lorsque le Zodiac s'est renversé, j'ai rattrapé les portes comme ça, de 8h à 15h. On a aussi des femmes qui arrivent. Alors elles sont beaucoup moins nombreuses. La plupart d'entre elles racontent qu'elles ont été violées au Maroc. La politique de l'État en matière migratoire est une politique à la fois équilibrée et ferme. S'ils réussissent à franchir cette frontière, la prochaine étape pour les migrants sera Bayonne, où nous irons tout à l'heure. Quelques kilomètres de plus pour eux, après avoir déjà traversé toute l'Espagne, la Méditerranée et une partie de l'Afrique. Voyez comment se déroule leur chemin de l'exil de part et d'autre des Pyrénées. Pour eux, Bayonne n'est qu'une étape sur leur chemin de l'exil. Tous ont emprunté cette route 40 km plus au sud. À gauche, Irún en Espagne. À droite, Hendaye en France. Et au centre, un pont d'une centaine de mètres que certains, comme ici, veulent à tout prix franchir. En pleine journée, eux viennent de gagner la France sans être repérés par la police. Originaires d'Afrique subsaharienne, ils ont traversé le désert, puis la Méditerranée, jusqu'en Andalousie. L'Espagne, la nouvelle porte d'entrée en Europe pour ces migrants économiques. Irún, au Pays Basque, est la dernière ville avant la France. C'est là que nous rencontrons ces deux jeunes Guinéens. Même si on me retourne ici 20 fois, ou même si c'est 80 fois, 100 fois quand même, je préfère. Je vais forcer pour que je rentre. Il faut que je rentre en France. Mais ils le savent, enregistrés en Espagne, ils sont en situation irrégulière dès lors qu'ils tentent de passer la frontière. Alors, de jour comme de nuit, en train ou à pied, ils tentent de déjouer les contrôles de police. Cet après-midi-là, une patrouille a ciblé ce bus pour Bayonne. 2 migrants sans papier doivent descendre. Il est d'Espagne, d'accord? Lui aussi. Il n'a pas de papier pour rester sur le territoire français. Donc il repart en Espagne, ils vont un foyer là-bas. Les policiers français les conduisent à seulement quelques mètres de l'autre côté du pont. Au revoir. Et le scénario se répète des dizaines de fois chaque jour. Pour rentrer en France, ce pont routier entre Irún et Hendaye est le plus court chemin pour les migrants, pont stratégique pour la police aux frontières, on l'a vu. Bonjour Joseph Silufo, oui, merci bonjour. de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous dénoncez notamment une économie du passage au Pays Basque. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout à fait, on voit bien régulièrement des taxis espagnols, français, voire même des personnes, des particuliers qui profitent de la situation en demandant 150 € le passage, passe du côté espagnol au côté français de certains migrants. Vous aviez l'habitude de voir passer autant de migrants ces derniers mois ici à cette frontière franco-espagnole? C'est depuis cet été, c'est monté crescendo et c'est tout à fait nouveau pour le Pays Basque, bien sûr. Les moyens humains
policiers suffisent-ils, selon vous, pour faire face à cette recrudescence? Ah non, on est loin du compte. Nous, on a l'impression de vider l'océan avec une paille, là. Il y a énormément de migrants qui veulent passer. Et hélas, on est passé. On fait ce qu'on peut, mais on fait avec nos moyens, hélas. Il faudrait combien de renforts, selon vous, sur cette zone, policiers? Au niveau de la PAF, une quarantaine de fonctionnaires seraient les bienvenus. Et même si on a eu quelques CRS, c'est encore insuffisant. Oui, parce que la préfecture explique qu'elle, elle a mis des moyens supplémentaires. Vous dites ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Si, le travail des CRS nous aide, puisqu'ils contrôlent le poste autoroute, mais c'est encore insuffisant. Un exemple, le week-end, ils sont souvent pris sur les manifestations gilets jaunes. On laisse le point d'autoroute, il n'y a plus de contrôle, c'est inacceptable. Est-ce que, d'après vous, l'État français a pris conscience de la réalité de la situation ici? Oui, mais enfin, qui montrent des actes. Et les actes, c'est un renfort de policiers, notamment pour les fonctionnaires de police de l'air et frontière de la PAF Hendaye. À une quarantaine de kilomètres au nord d'Hendaye, Bayonne, point de chute temporaire des migrants qui ont réussi à franchir la frontière. Prochain objectif pour eux, prendre un bus pour rallier Bordeaux, Paris ou le nord de l'Europe. En attendant, ils vont passer quelques jours ici à 2 pas de la gare routière, dans ce centre mis à disposition par la ville de Bayonne et géré par des bénévoles. Alors malgré les apparences, ce centre est un havre de paix pour ces réfugiés rentrés illégalement en France après des centaines, parfois des milliers de kilomètres. C'est votre cas, Arnaud. Vous arrivez d'où en fait? Du Cameroun. Du Cameroun jusqu'à Bayonne, j'ai pris 1 an, 8 mois, si je vais évaluer ça. Par l'Espagne aussi? Oui, par l'Espagne. Oui. J'ai passé près de 5 à 6 mois au Maroc. Alors je précise que pour l'interview, votre visage est flouté parce que vous êtes mineur. Vos parents, en fait, savent que vous êtes venu en France? Non, personne. Personne de ma famille ne connaît où je me trouve. Parce que Pourquoi être parti du Cameroun? Oui, j'ai quitté le Cameroun dans des conditions très défavorables. Et j'ai quitté mes parents à l'âge de 4 ans d'abord. Et je suis arrivé chez mon grand-père. Quand je vivais avec mon grand-père, j'ai eu un choc dur. Il y a eu des sécessionnistes qui revendiquaient certaines lois selon le parti en place au pouvoir. Et ils ont décidé de terroriser le village où je vivais parce que certaines personnalités du village ne voulaient pas s'allier à eux pour défendre les mêmes causes qu'ils défendent. Du coup, j'ai perdu mon grand-père, je me retrouvais seul. J'ai directement pris la décision de partir en Europe. Mon objectif, c'était quitter l'Espagne pour aller en Allemagne. Mais je suis arrivé à Bayonne, j'ai été bien accueilli par des bénévoles d'ailleurs qui travaillent ici. Ils m'ont bien accueilli, ils m'ont encadré bien. Ici, je me sens à l'aise et je veux vraiment rester à Bayonne. Alors parmi ces migrants arrivés chaque semaine, il y a de plus en plus de mineurs non accompagnés comme Arnaud tout à l'heure. Ils sont de plus en plus nombreux, c'est un vrai casse-tête pour les autorités car ils bénéficient d'un statut très particulier. Nous avons enquêté sur leur situation, vous allez voir comment en Gironde on vérifie leur âge et comment surtout on les protège de réseaux très organisés qui les font sombrer dans la délinquance. Au cœur d'un quartier résidentiel, proche de Bordeaux, un squat baptisé l'Ascenseur. Morty, bénévole de l'association Un repas pour tous, y passe régulièrement. Il y a beaucoup de familles là qui sont arrivées. On a près 160 personnes. Ah ouais. 160 personnes. D'accord. En tout, beaucoup de familles, on a eu un petit bébé là qui Ah ouais. Le premier bébé de l'ascenseur, le troisième. À notre arrivée, les occupants se dispersent. Familles entières, hommes seuls ou en groupe, Syriens, Albanais, Mongols, Marocains, Gambiens. Parmi eux,
des jeunes arrivés seuls sur le territoire français. Il marche pas le truc. C'est normal. Ça sert à rien. La majorité vient d'Afrique subsaharienne. Stéphane est le seul à accepter de nous parler. Il vient du Cameroun et dit avoir 17 ans. J'ai perdu mes parents, j'avais plus rien à faire, je savais plus ce qui comptait. Et après, j'ai décidé de m'en aller, quoi. Stéphane choisit donc de quitter son pays. C'était il y a 2 ans. Je marche à pied. Oui, oui. Désert par désert, jusqu'à la fin du désert. Il traverse le Nigeria, le Niger, l'Algérie puis le Maroc avant d'arriver à Tanger pour tenter la traversée. Je suis passé par la Méditerranée. S'il n'y a pas de chemin à passer. Et en passant par la Méditerranée, c'est pas bon du tout. Ça a duré combien de temps? Toute vie. 12 heures de temps dans la Méditerranée avant d'être sauvé par la Croix-Rouge espagnole. Et là, je dors dans la rue parfois, et parfois quand je trouve un squat, je dors. Et c'est comme ça que je vis en France. Le récit après les images. Des images qui ont fait le tour du monde. Et maintenant, la réalité en Europe, en France. La vie dans des squats sauvages ou comme là encadrés par des associations. Ici, ils sont une cinquantaine, tous mineurs, à avoir trouvé refuge. J'ai imaginé autre chose, parce que nous, on quitte chez nous avec toute la souffrance qu'on a vue sur la route. Ce qui me déçoit, c'est notre condition de vie actuellement. C'est qu'on est, par rapport à notre environnement, là où nous sommes, parfois nous sommes malades, parfois on a faim aussi, parfois on n'arrive pas à manger. Si on essaie de créer des espaces comme celui-là, c'est pour pas laisser place aux mafias, aux réseaux de trafiquants, que ce soit pour la drogue, la prostitution, où il y a des gens qui verraient en eux des victimes toutes désignées. Un mineur de 14 ans qui n'a pas de quoi s'acheter une boîte de conserve pour manger, tu peux faire tout ce que tu veux de lui. Du coup, quand la seule main qui est tendue vers eux, c'est quelqu'un qui veut profiter d'eux, mais ils la prennent. La rue, l'isolement, le danger d'où qu'ils viennent. Pour s'en sortir, un mot qui revient, l'éducation. Je voulais continuer mes études comme tous les enfants du même âge que moi. Ma maman, elle était enseignante. Du coup, elle m'a appris vite à lire et écrire. Voyez-vous. Donc, je ne sais pas quoi faire si ce n'est pas les études. La priorité, se faire connaître des services de l'État, se rendre au SAEMNA. Là, une association mandatée par le département doit mettre à l'abri ces jeunes le temps de déterminer s'ils sont vraiment mineurs, étrangers, isolés et donc éligibles à l'aide sociale à l'enfance. Une évaluation qui passe par 3 entretiens. Allez, on y va. Nous sommes autorisés à filmer cette entrevue, la 3e et dernière pour Youssou, originaire du Cameroun. Vous m'écrivez, s'il vous plaît, votre nom, prénom, date de naissance, ville d'origine et pays. Est-ce que vous avez des papiers, Youssou? Non. Un extrait d'acte de naissance, un passeport, quelque chose? Non, pas encore. Pas encore. Aucun papier? Aucun papier. Donc vous me dites 17 ans, Youssou, oui. Vous n'avez pas de papier, donc on va voir avec ce que vous nous dites, ce qu'on en pense. Youssou doit dire une nouvelle fois quel parcours il a effectué pour venir jusqu'en France. Youssou, vous faites un petit effort. Malaga, Almeria? Non, Malaga. Malaga. Malaga, c'est D'accord. Malaga. Toute incohérence de sa part sera relevée. Youssou, je veux bien que vous ayez quitté Pokol au décès de votre père, mais votre père est décédé en 2006 et vous êtes né en 2002, donc vous avez 4 ans. Oui. Et à 4 ans, même les jeunes Français, ils n'écrivent pas comme ça. Sur le contenu global de l'entretien, ça reste du classique. Le choix de Bordeaux, alors qu'il y a eu des possibilités potentielles d'être aidé ailleurs, toutes ces questions-là, j'ai des doutes sur le fait que ce soit un enfant de 17 ans. Est-ce que vous avez le sentiment de faire le sale boulot? Alors,
Je ne qualifierais pas de sale boulot parce que j'ai aussi de l'estime pour mes collaborateurs et pour la mission qui nous ont été accordée, mais en tous les cas d'être effectivement une place un peu singulière et parfois critiquée, oui, ça c'est sûr. On se sent une place effectivement assez particulière, prise en étau entre question migratoire, qui est une question effectivement qui relève de l'État, question de l'enfance, qui est une compétence du département, la question de l'engagement, la question aussi de publics vulnérables, même quand ils ne sont pas mineurs, et qu'effectivement il manque un maillon à la chaîne. Au final, seulement 15% des jeunes passant par le SAEMNA sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ces 2 dernières années, le conseil départemental a créé 900 places d'accueil supplémentaires dans des foyers comme celui-ci, des internats, des chambres d'hôtel ou encore des familles d'accueil, mais cela ne suffit pas. Et les prévisions pour 2019 sont déjà très claires. 600 nouveaux mineurs étrangers seront confiés à l'aide sociale à l'enfance. Des places supplémentaires vont être ouvertes, mais le compte n'y sera toujours pas. Nous nous sentons débordés. Nous sentons que nous sommes en train d'attaquer le moral de toute la protection de l'enfance qui se sent comme nous désœuvrée. L'État vous refile le bébé avec l'eau du bain. Alors avec un petit chèque, malgré tout, en nous disant on va vous donner un peu plus d'argent et comme ça vous évaluez, vous taisez. Je suis bien d'accord avec vous, c'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu. La France a ratifié il y a 30 ans la Convention internationale des droits de l'enfant. Chaque mineur, d'où qu'il vienne, a droit à un toit, à une protection, à l'accès à la santé et à la scolarité. Et c'est à l'État de maintenir cette protection quand les parents ne peuvent pas l'assurer. L'enjeu, faire face, protéger cette population vulnérable. Trafic de drogue, prostitution, vol, la délinquance des mineurs non accompagnés a explosé. Leur déferment devant la justice a augmenté de plus de 400% l'année dernière, avec parfois derrière des réseaux très organisés. On a actuellement un dossier de traite des êtres humains qui concerne l'exploitation de mineurs non accompagnés, qui sont dans des squats et qui sont organisés et parfois enclins et obligés à commettre des cambriolages. Il ne faut pas faire une généralité de mes propos, puisque nous, au parquet, on ne connaît que les mineurs délinquants ou les mineurs qui ont besoin d'une mesure d'accompagnement ou une mesure éducative. Donc, voilà. Mais il y a des mineurs qui réussissent très bien à s'intégrer dans notre société, à suivre un parcours scolaire intéressant. Alors, je vais vous éditer une consultation gratuite avec un avocat qui est particulièrement spécialiste dans le droit des mineurs non accompagnés. Le barreau de Bordeaux a créé un pôle dédié aux mineurs étrangers pour les prendre en charge le plus vite possible après avoir été retoqués par le SAEMNA. Une permanence juridique leur est dédiée. Avec l'aide d'un avocat, ils vont pouvoir lancer un recours auprès de la justice. Lorsque le zodiaque s'est renversé, et j'ai attrapé les cordes comme ça, de 8h à 15h. De 8h à 15h. De 8h à 15h. J'étais en l'eau et la marine marocaine est venue nous secourir. Nous, les survivants, on était au nombre de 20 personnes. Ils ont pu repêcher 30 corps et les autres 10 corps, on les a pas retrouvés. Donc j'attends que vous obteniez votre acte de naissance ou le jugement supplétif qui tient lieu d'acte de naissance. Et dès réception de ces documents, donc nous allons saisir le juge des enfants. Clairement, il y a 5 ans, j'avais 0 dossier de mineurs non accompagnés. Il y a même 2 ans, je n'en avais pas. Et là, je me retrouve avec une trentaine de dossiers. Voilà, sachant qu'on a une bonne vingtaine d'avocats spécialisés dans ce contentieux. Donc oui, c'est un phénomène qu'il a fallu accompagner, qu'on accompagne toujours et qu'il faut essayer de juguler. Conséquence, le tribunal pour enfants traite 10 fois plus de dossiers qu'il y a 2 ans. On nous dit par exemple, il ne sait pas s'il a vécu avec sa mère, il ne sait pas s'il a connu sa sœur, il ne sait pas si elles sont en vie, il ne sait pas à quel âge il a arrêté l'école, il ne sait pas à quel âge il s'est retrouvé dans la rue. Vous avez répondu à aucune question quand même. Ce que je savais, je le disais. Ce que je ne savais pas, je disais je ne savais pas.
Il était déjà dans une situation de grande précarité. Il vivait à la rue, à Moroa, à la suite du décès de son père, quand il était tout jeune. Et donc il n'a pas pu dater exactement parce que c'est un peu confus. Il savait qu'il était petit, mais il ne peut pas dire c'est à 2, 3, 4, 5, 6. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu de manière précise aux questions, parce qu'il ne savait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il cache une vérité. Une étape décisive pour obtenir une ordonnance de placement. 70% des recours au tribunal aboutissent. Devant le juge, les jeunes fournissent cette fois-ci des papiers qui auront été entre-temps validés ou pas par la police aux frontières. On a une présomption de validité de ces actes faits à l'étranger selon les formes prévues par la loi étrangère. Et donc normalement, si on a ces documents, on accepte la prise en charge, le juge des enfants accepte de se saisir. Lorsqu'il ordonne une expertise osseuse, c'est généralement parce que les documents soit sont faux, soit ne sont pas conformes, et que le rapport d'évaluation du CMNA est très négatif. Et qu'en plus, quand on voit le jeune, on a des doutes certains sur le fait qu'il soit bien mineur. Donc dans ces cas-là, je dirais que le rapport d'expertise osseuse ne peut éventuellement être favorable à l'intéressé. S'il est défavorable, ça ne vient que confirmer des éléments négatifs qu'on avait déjà avant. Des expertises osseuses dont l'usage a été validé par le Conseil constitutionnel, mais critiqué par les avocats et associations, pas assez fiables selon eux. Quoi qu'il en soit, le juge ne demandera pas à Ibrahim de passer des radios. Le jeune Camerounais a vécu 3 mois dans la rue à son arrivée à Bordeaux. Il vit désormais chez ce couple qui a spontanément proposé de l'héberger via l'association Famille Solidaire. Il s'agit de vivre avec un inconnu au début. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, mais c'est hyper riche. On apprend les uns des autres. Et puis on s'ajuste. Souvent, ça nous arrive de manger devant la télé. C'est pas trop son truc, il préfère manger à table. C'est des petits trucs comme ça. Même devant un match de foot? Si, il l'a fait une fois. Ouais, si. On a mangé une pizza une fois. Quelques fois, ouais. Devant la télé. Devant la télé, devant le match de foot, ouais. Ibrahim est scolarisé en 3e prépa pro-cuisine. S'il obtient son placement à l'aide sociale à l'enfance, il changera alors d'hébergement à condition que le département réussisse à lui trouver une place. Si on me propose, je vous ferai l'hôtel, ou peut-être la pâte, mais pas le foyer encore. Oui, le foyer, tu en as marre. Ouais, j'en ai marre du foyer, ouais. L'hôtel, justement. C'est là que vit Youssouf, 17 ans, malien, désormais sous la protection du département. Il a posé ses valises ici, il y a 1 an. Moi, j'aime me distraire avec la musique, ça me distrait. Ça rappelle des souvenirs aussi? Ça me rappelle à mon pays. Il faut oublier un peu, mais pas trop. Ouais, pas trop. Hein. Le passé, derrière ce sourire, Youssouf cache son pire souvenir, le passage par la Libye. Ils nous ont emmenés dans une maison isolée. C'est une prison. Chaque jour, ils nous bastonnent. Un jour, ils nous ont dit, si vous ne payez pas l'argent d'ici 2 ou 3 jours, on va vous vendre aux gens, vous allez travailler pour eux, après ils vont nous rembourser nos sous. Quand j'ai entendu ça, moi, je me suis enfui avec l'aide d'un ami. C'était devenu un objet de commerce pour eux. Moi, ça m'a dépassé, tu vois. C'est de l'esclavage, en fait. Aujourd'hui, Youssouf peut s'offrir de petits plaisirs grâce à son salaire, 750 € par mois. Inscrit chez les compagnons, il suit un CAP boulangerie en alternance. Je crois qu'on dit c'est les chocolatines, non? Ici? Oh. Ouais. À Bordeaux, c'est chocolatine aussi. Oui, des chocolatines à Bordeaux, ouais. À ses côtés, 2 autres jeunes mineurs étrangers qui, comme lui, ont des rêves, des envies encore inassouvies. Basket à l'envers, Youssouf à l'envers. Maintenant, le souci, c'est de réussir. Mais avoir une amoureuse, ça va venir après. Après? Ben oui, après. Parce que des fois, c'est un peu difficile avec le travail. Le seul problème qui m'embête maintenant, ça c'est... J'ai eu des problèmes dans mon parcours et là, j'ai pas trop une bonne sourire. Ben là, ça m'embête trop, quoi. Tes dents? Oui. Mais après, c'est les dents de bonheur, mais c'était pas comme ça, c'est trop écarté. Mais après tout, ça va. Bientôt, on a mis des programmes en place pour mettre des appareils dentaires.
Il y a des petits trucs que je veux changer parce que là, j'arrive pas à dormir. Je me dis, mais comment j'ai fait pour arriver là, quoi? Je me vois toujours dans le zodiaque, tout ça. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est un truc, si on me dit de le refaire, je vais dire non, quoi. À la fin de l'année prochaine, tous pourront choisir, poursuivre leurs études ou se lancer dans la vie active. Migrants, pour quel avenir? C'est la question centrale de cette enquête de région. Retour au Pays Basque, à Bayonne, première escale de ces réfugiés depuis que l'Espagne est devenue la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Bonjour Maïté Etcheverry. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu. Vous présidez l'association Diakité qui s'occupe de ce centre d'accueil d'urgence temporaire mis à disposition par la ville. Combien de migrants sont accueillis en ce moment dans ce centre? Alors aujourd'hui, on est sur 87 présents. Il faut savoir qu'entre le mois de novembre et le mois de février, on a accueilli 5000 personnes. Parce que le principe, c'est celui du transit. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils passent quelques jours ici pour se reposer, pour manger, se laver, etc. Et ils continuent leur chemin. Donc aujourd'hui, 80 personnes ici ne veut pas dire que 80 personnes sont arrivées aujourd'hui. Je ne sais pas exactement. C'est des hommes, des femmes, des Alors, enfants? c'est très majoritairement des hommes qui ont entre 15 et 25 ans. On a aussi des femmes qui arrivent. Alors elles sont beaucoup moins nombreuses. La plupart d'entre elles racontent qu'elles ont été violées au Maroc. Beaucoup sont enceintes ou avec des enfants en bas âge. Donc c'est des situations très personnelles très difficiles. Quelles sont les principales nationalités que l'on trouve ici? Alors ici, la nationalité la plus représentée, ça va être la Guinée-Conakry. Et juste derrière, le Mali. Globalement, quel est l'état de santé de ceux qui arrivent ici? Il y a parfois quelques blessures mal soignées qui datent du Maroc. Ça va des petits ennuis de santé qui vont être les petits bobos du quotidien, le mal à la tête, mais aussi le mal aux dents qui va peut-être nécessiter d'aller voir un dentiste en urgence. Donc état de santé moyen, on va dire. Ouais. Quel est l'état psychologique? Alors l'état psychologique, c'est la fatigue. C'est à la fois la fatigue et à la fois... Est-ce qu'ils ont été par exemple rackettés pour venir ici? Alors, est-ce que ça a été oui, mais des violences? Vraiment, de ce qu'ils nous racontent, c'est que la violence, elle a vraiment lieu au Maroc. Comment est née l'association en fait qui est Diakité? Alors, Diakité, elle a commencé à 10 copains et aujourd'hui, c'est plus de 650 bénévoles. 650 bénévoles. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 650 personnes tout le temps, tous les jours. Mais comme on fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il faut se relayer. Ils sont venus en France pour l'Eldorado, pour la nouvelle vie, pour changer et avoir de l'espoir. Donc le fait que nous, on soit ici ne change rien pour eux, c'est juste une amélioration de leurs conditions, dans le sens où si on n'avait pas été là, ils seraient tous à la rue et à la merci des réseaux clandestins. Alors restez avec nous, Maïté, on se retrouvera tout à l'heure. On se souvient tous de la jungle de Calais et de son démantèlement en 2016. Une partie des 6500 migrants qui composaient ce bidonville du Nord ont été envoyés pour partie dans des communes de notre région en attente de leur situation, leur demande d'asile. Parmi ces communes, Confolens, petite ville du nord de la Charente, elle a accueilli dès 2015 ses premiers migrants. Alors 4 ans plus tard, quel bilan peut-on en tirer? Regardez cette nouvelle enquête. Les gens de Confolens sont accueillants. On vous remercie beaucoup. Des gens bien. Est-ce qu'ils vous aident? Oui, ils nous aident pour tout. Confolens, il y a une tolérance, il y a une bienveillance. Ça se passe bien parce qu'avec les amis, il n'y a pas de problème. Avec eux, on s'échange entre nous, tu vois, les paroles, ouais. Le terrain aussi, c'est bon, ils sont sympas. Et puis ça ne doit pas être facile d'être loin de sa famille, donc c'est peut-être plus facile aussi de recréer des liens et d'avoir une sorte de famille, un peu d'adoption ici. S'ils peuvent s'intégrer et rester durablement ici, évidemment, ce sera avec joie et on accueillera tous ceux qui veulent bien rester sur ce territoire. Confolens, un territoire rural, imprégné depuis 62 ans par l'esprit d'ouverture de son festival de musique et danse du monde. L'accueil des migrants dans cette commune de 2700 habitants n'a jamais posé de problème majeur. Le festival a même montré la voie en intégrant les nouveaux arrivants
parmi ces bénévoles. On a repris la cadence. Ok. Il y a que Mohamed, ça a du café. Tu viens ici, là, tu vas rencontrer avec les gens que tu ne connais pas. Mais tu restes seul, personne ne va pas te connaître, tu es qui. Aujourd'hui, vous me dites quand même, Mohamed, c'est à cause des bénévoles, vous me connaissez. Pour les volontaires comme Mohamed, le milieu associatif confolantais a ouvert ses portes. Mohamed, un vert. Yo, un rouge. Adri. Chaque mercredi, ce demandeur d'asile a un rendez-vous important. Ça me fait du bien pour venir tous les mercredis pour faire l'entraînement avec les collègues. Des Guinéens, des Afghans, en équipe avec des Charentais. Il y a un an, le club a offert leur licence de foot à ses nouveaux joueurs. Je me disais, des migrants à Confolens, ça va être compliqué pour eux. Et puis j'ai trouvé des gens très sympathiques, très polis, très courtois, très respectueux. Et on s'est dit, pourquoi on n'intégrerait pas dans le club? Donc on a fait la démarche, on en a intégré 7. En attendant le règlement de leur situation administrative, ces hommes sont logés dans une ancienne maison de retraite. Pour accueillir ces migrants, il a fallu l'adhésion des élus et de la population. À Confolens, on consolide plutôt des ponts, alors qu'il y a des pays qui s'amusent à ériger des murs ou en tout cas à consolider leurs frontières. On a ces valeurs-là de solidarité et de fraternité qui sont très acceptées par la population. Et à l'ouverture de ces CAO avec quelques 50 places d'hébergement, il n'y a eu aucune opposition de la population confolantaise. Des initiatives collectives ou personnelles. Ludovic, paysagiste de formation, a lancé l'idée d'un atelier jardinage avec à la clé des légumes de saison et même un poulailler. Ce Confolantais qui habite à proximité du centre a organisé la débrouille, sollicité des professionnels locaux pour monter ce projet. Le grillage, c'est de la récupération, la paille, tous les outils qu'on a ici. Alors toute la ferraille, c'est la Grand Josois qui nous les a donnés. Et les manches ont été faits à la main par Monsieur Vigneault, donc l'entreprise de menuiserie. Derrière cette initiative, il y a la volonté d'améliorer le quotidien des résidents, de sortir ceux qui le veulent d'une attente parfois très longue. D'un côté, ça va servir à quelque chose. D'autre part, ça me fait plaisir. Et d'autre part, pour moi, c'est perdre de temps, quoi. C'est une façon de gérer notre temps. En fait, au lieu de rester, on a notre petit atelier d'agriculture. On a des ateliers comme les volailles qui nous ont permis. Monsieur Ludo nous a permis, il nous a aidé à faire quelque chose au moins. Ouais. Une idée qui a permis de créer du lien, des amitiés. Mais en octobre dernier, une décision administrative contraint plusieurs amis de Ludovic à quitter Confolens pour Poitiers. Ébranlé, il fait alors une parenthèse de plusieurs mois sur ce projet. On a beaucoup travaillé avec les Érythréens qui sont partis à Poitiers. Donc ils ont été déportés à Poitiers au mois d'octobre, je crois. Et ça a été un choc parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Il y a un de ces Érythréens qui a reçu un routing pour l'Italie. Donc ça a été un gros choc. J'ai dû l'emmener à la gare de Poitiers. Et finalement, je l'ai vu partir comme ça, sans pouvoir rien faire, finalement, sans pouvoir m'interposer. Et c'est quelqu'un qui a vraiment participé énormément au niveau du jardin, au niveau du potager. Et voilà, c'est dur de voir partir. C'est plus qu'un... Pour nous, c'est pas des migrants. Déjà, moi, ce sont mes voisins. Et puis, ça devient des amis aussi. Ça devient des gens avec qui on partage des choses. Viens dans mes bras, toi. Ce départ de plusieurs résidents a été le début d'une autre mobilisation, la création d'un collectif de défense. Depuis, ce collectif remue ciel et terre pour trouver des solutions. Chaque lundi, il se réunit. Ce soir-là, il est question de l'emploi des migrants, aujourd'hui verrouillés par des barrières administratives. Si on n'avait pas d'espoir, on ferait pas tout ça. Et les lignes, elles vont bouger forcément. J'ose espérer que la CAPEB, qui était présente ce soir avec la Fédération française du bâtiment, vont nous aider. Les élus étaient preneurs aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Il faut qu'on crée le modèle. Et je ne vois pas pourquoi on ne créerait pas le modèle à Confolens. Le volontarisme des Confolentais dans cet accueil des migrants a convaincu les relais de l'État en Charente. Le centre sera pérennisé
Engagé aussi sur d'autres objectifs, il accueillera provisoirement des réfugiés déjà détenteurs d'un droit d'asile. Les centres d'accueil et d'orientation ont vocation à évoluer, à disparaître. Ce qui a été prévu, c'est de les transformer en hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, des UDA. Et s'il y a la possibilité d'adosser des centres préparatoires à l'hébergement, des CPH, ça permettra effectivement d'avoir une structure beaucoup plus large, viable. Et évidemment, quand on voit que Confolens est une terre d'accueil, une passerelle entre les mondes, ça ne peut être que positif. Dans cette terre d'accueil, le milieu associatif qui vient en aide aux plus démunis a répondu présent. Dotés par l'État d'un pécule de 6,80 € par jour, les migrants trouvent au sein de l'épicerie sociale de la grande famille confolentaise de quoi se nourrir à moindre coût. Pomme. Tu veux du pomme? Conscients de cette générosité, ils sont nombreux comme Mohamed ou Sassi à rendre service dès qu'ils le peuvent. Un petit coup de main mercredi prochain? À quelle heure? Avec Mohamed? À quelle heure? L'après-midi, si vous pouvez. À partir de 13h, 13h30. Très bien, merci pour le coup de main. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ils participent pour décharger, pour placer les marchandises. Donc voilà, c'est... vous voyez, tout à l'heure, ils se connaissent, ils s'appellent maintenant par le prénom. Donc voilà, ça crée effectivement des liens intéressants. Confolens n'est pas un monde à part et compte aussi sur le sujet des migrants des avis divergents. Pourtant, après 4 années d'accueil de ces exilés, la petite cité de Charente-Limousine a déjà fait le bilan de cette expérience avec des conclusions positives. Nous, on est satisfait de l'intégration, de la manière dont ça se déroule dans notre ville. Voilà, il y a une certaine forme de sérénité, de tranquillité, en sachant qu'inévitablement, il peut y avoir des soucis, comme dans tout rapport humain. Mais nous, on considère que ça se passe plutôt bien, même très bien. Donc on a vocation à continuer cet effort et cet accueil. Migrants, pour quel avenir? C'est la question centrale de cette enquête de région. La gare routière de Bayonne, c'est par là que transitent les réfugiés entrés illégalement en France par l'Espagne. Nouvelle porte d'entrée des migrants en Europe. Maïté Etcheverry, on vous retrouve. On était tout à l'heure ensemble à l'intérieur de ce centre où vous accueillez temporairement ces réfugiés qui arrivent en France. Le BSD 18h30. Ils sont en situation complètement illégale là, en France. Qu'est-ce qu'ils risquent? Alors, ils risquent le contrôle de police, mais comme nous, on n'est justement pas officier de police judiciaire, ça ne nous regarde pas, le séjour. C'est chacun sa fonction. Donc, eux, ils risquent éventuellement un contrôle de police. Et dans ce cas-là, on leur a donné un certain nombre de petits conseils. Le fait de demander un avocat pour que leurs droits soient assurés et le fait de ne pas oublier de dire qu'ils veulent demander l'asile sur le territoire français. J'ai quitté Bayonne pour la frontière franco-espagnole au péage de Biriatou. Bonjour Hervé, Jonathan, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le sous-préfet de Bayonne. Nous étions à l'instant aux côtés de dizaines de migrants qui sont à Bayonne, qui sont donc en situation vulnérable, mais qui sont rentrés aussi illégalement en France. Comment expliquez-vous que cette situation se pérennise depuis des mois ici au Pays Basque? La politique de l'État en matière migratoire est une politique à la fois équilibrée et ferme. Donc face à l'augmentation des flux migratoires venant d'Espagne, nous avons renforcé de manière significative les contrôles et la surveillance, avec à la fois une augmentation des effectifs par la mise à disposition d'unités de force mobile, de CRS, qui interviennent dans les contrôles et la surveillance, un renforcement de la coopération entre les services des douanes et la police de l'air et des frontières pour effectivement réguler et améliorer les contrôles. Les personnes qui ne sont pas admises sur le territoire français ont augmenté de 80% l'année dernière. À cette frontière franco-espagnole. À cette frontière, pour atteindre le chiffre de 8500. Et depuis le début de l'année, nous sommes à près de 1800 non-admissions. Nous avons une véritable politique de coopération avec les autorités espagnoles. Nous étions à Bayonne où nous avons vu une zone d'accueil temporaire qui peut accueillir jusqu'à 200-400 personnes au pic d'activité. Comment on l'explique? On a parlé d'aide humanitaire, mais aider un migrant à prendre un bus pour Paris ou Bordeaux,
n'a rien d'humanitaire. Et donc il faut s'interroger sur le parcours du migrant, parce que les décisions qui sont prises à Bayonne ont un impact sur Bordeaux et Paris. Il ne sert à rien d'aider un migrant à prendre un bus à Bayonne si ça conduit à augmenter les personnes résidant dans des camps sur Paris. Donc c'est une politique globale où chaque collectivité publique doit faire preuve de solidarité et de responsabilité. Donc en fait, organiser un accueil de solidarité à Bayonne, vous le dénoncez? C'est une politique de court terme. Il y avait une situation d'urgence, mais il y a des outils de droit commun, puisque le modèle français est fondé sur l'accueil inconditionnel des personnes qui se trouvent sans abri et en situation de vulnérabilité. L'État finance des structures d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Mais pas à Bayonne. La majorité des structures d'hébergement pour les demandeurs d'asile sont en Béarn. Là, simplement, les migrants dont nous parlons, qui est sur Bayonne, ne demandent pas l'asile. Ils ne font que passer. Merci. Merci. Le nombre de demandeurs d'asile a doublé en France depuis 2014 avec l'éclatement de la crise migratoire en Europe. Mais sur les 123 000 demandes d'asile en 2018, seulement 27% ont abouti finalement selon le ministère de l'Intérieur. Alors comment se passe l'intégration de ces migrants qui veulent rester en France, qui apprennent notre langue, qui apprennent un métier? Exemple au centre des Monédières de Trégnac, regardez. Des fouets à blanc, ça fait passer l'air, vous avez compris là. Au village de Trégnac, on les connaît bien, les jeunes de la Fonda, ceux du lycée hôtelier de la Fondation Claude Pompidou. 3 fois par semaine, le restaurant d'application est ouvert, il faut donc assurer. On n'arrête pas, à partir du moment où on commence, on n'arrête pas. Ibrahim, Ismaël, Morane préparent ici leur CAP. Ils sont 33 à avoir choisi la cuisine sur les 72 mineurs internes du centre des Monédières. Alors 150, combien de temps là les choux? 20 minutes. Ah, c'est bien. Catherine Grosjean enseigne ici depuis 15 ans. Elle les voit arriver, elle les voit partir, avec toujours la satisfaction d'en avoir passionné plus d'un. C'est pas toujours choisi, ils n'ont pas un choix énorme. Et la cuisine, ça leur parle quand même. Ça leur parle parce que bon, c'est familial, c'est culturel, c'est pour tout le monde pareil. Hein. On se rappelle de ses souvenirs d'enfance. Peut-être le fait aussi que je sois une femme, plutôt pas très jeune. Donc, si vous voulez, ça fait penser à la mère, à la grand-mère, etc. Donc voilà, il y a un peu tout cet ensemble qui fait que, bon an, mal an, je trouve qu'il y a plutôt des résultats intéressants. C'est pas facile, mais je me sens bien parce que je mange, je dors et ça va pour le moment. Je fais la formation aussi, comme je veux. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ça demande beaucoup de travail, hein? Oui, beaucoup de travail. Mais avec les explications, tout ça, du chef, je comprends un peu, quoi. Je m'en sors. Dans l'ensemble, ils arrivent à vouloir leur CAP et à l'avoir. Ils savent très bien que s'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas travailler derrière. Ils peuvent pas. Le chemin va être long, hein, ça va être caillouteux. Il faut une deuxième, là, s'il vous plaît. Le centre de Trégnac, niché au cœur du massif des Monédières, est une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Créée en 1973 pour accueillir les enfants placés par un juge, ce sont les mineurs étrangers qui arrivent dans les années 80. Ils sont alors libanais, chinois. Aujourd'hui, ils viennent de Guinée, du Mali, du Bangladesh, du Cameroun, d'Angola. Le bureau de l'infirmière, au même étage que leur chambre, a toujours porte ouverte. Il y a souvent des troubles du sommeil, très certainement liés à leur parcours migratoire, à ce qu'ils ont pu vivre aussi dans leur pays, dans quelles conditions. Il y en a qui vont en parler plus aisément que les autres. Certaines fois, ils le verbalisent en disant « j'ai la tête qui va exploser tellement que j'ai de choses dedans ». Il y en a certains, ils vont rester vraiment très mutiques, c'est quelque chose de très douloureux, on le voit sur leur visage. Leur accueil passe par un premier parcours médical. Et là aussi, une simple prise de sang peut les angoisser. Pour eux, en fait, ils ont tellement l'image de trafic d'organes, de sang, de choses comme ça. Donc là, quelque chose de très simple qu'on a mis en place, c'est de démonter un tube pour leur montrer en fait la quantité qu'on leur prélevait, pour essayer de les rassurer. Prise en charge à partir de 14 ans, ce sont aussi les aînés, présents depuis 24 ou 36 mois, qui rassurent les jeunes arrivants, une trentaine par an. Un chiffre en augmentation, depuis que les départements ont l'obligation de suivre ces mineurs non accompagnés. Un parcours qui protège l'enfant jusqu'à sa majorité. Ensuite, il devient expulsable.
D'où l'importance d'obtenir un dossier le plus complet possible à l'approche des 18 ans. On va régulièrement à Paris pour obtenir des documents. Donc ces documents qui vont récupérer alors dans des ambassades ou qui vont arriver, qui vont être envoyés du pays, va être analysé par la police aux frontières et des fois voilà, ça crée des tensions. Ça pose des problèmes à l'équipe du coup, parce que les jeunes sont sous tension, ils voient arriver la majorité, ils voient qu'ils n'ont pas de documents, est-ce qu'ils vont devoir repartir dans leur pays? C'est ces choses-là qui créent beaucoup de tensions, quoi. Voilà. Maîtriser le français reste bien sûr la base. Avant d'être scolarisés au collège de Trignac ou dans les lycées des environs, les jeunes se familiarisent à la langue dans une classe d'accueil. Certains présentent de tels progrès en 2 ou 3 ans qu'ils préparent un diplôme national de compétences de langue, ici par jeu de rôle. Encore une fois, on est toujours dans la même situation. Vous allez devoir me convaincre de l'intérêt de cette sortie. C'est parti. Lucie Carpentier sait les intéresser. Ils se montrent plutôt attentifs et concentrés. On les sent quand même assez submergés par des tas d'informations. Il y en a qui sont en France depuis seulement quelques mois quand ils arrivent à l'école et donc ils doivent comprendre le pays, comme on disait tout à l'heure. Puis aussi se préparer à un examen. À côté de ça, il y a tout le problème administratif, donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Je trouve qu'ils aient fait des progrès aussi parce que depuis que je suis venu, j'ai continué à travailler, je n'ai pas laissé les bras. Ça nous aide aussi à réfléchir aussi un peu et de s'intégrer aussi à la société. Son CAP, Ousmane, lui, l'a déjà décroché avec mention en juin dernier. Un comportement et un parcours scolaire remarqués par un restaurateur de Brive. À 17 ans et 9 mois, il est aujourd'hui indépendant, mais toujours pris en charge financièrement. Dans 3 mois, tout va changer. Au niveau des aides sociales qui sont financées par l'AG, tout va s'arrêter à mes 18 ans. Et là, après, c'est à moi de se débrouiller pour assumer. Ouais, là, je me prépare en faisant des économies, ouais. Ça va? Oui, ça va et vous? Bon, t'es en forme? Oui, ça va. Prêt pour cette nouvelle journée? Ouais. Ce matin-là, son patron lui a demandé de préparer l'ouverture du restaurant et de réceptionner la marchandise, une confiance qu'il mesure. Pour moi, c'est un honneur, en fait. Et ça me fait plaisir. J'espère être un entrepreneur plus tard moi-même et ouvrir mon propre restaurant. Le turnover dans l'établissement est important. La recherche d'employés est constante. Ousmane a su saisir cette opportunité. On travaille sur des horaires décalés, on travaille le samedi, on travaille le dimanche. Donc ce qu'on recherche, notre premier critère, c'est d'abord la personne qui a envie de le faire. Le fait qu'il soit mineur et étranger, c'est pas du tout un frein pour nous. Nous, on met tout en place pour le mettre dans les meilleures conditions, lui. Sachant que ce qui prime avant tout, c'est la volonté. Une détermination encouragée par les éducateurs du centre. La vie des jeunes, quand ils quittent l'institution, elle se prépare bien avant leur départ. L'idée, c'est d'associer le jeune aux différentes démarches qu'il aura à faire. Donc, au début, on l'accompagne et puis petit à petit, on lui laisse de plus en plus d'autonomie, faire ses courses, gérer un budget, prendre soin de sa santé, voilà, des choses comme ça. Bilan ce matin pour Mourane. Une année après. Donc aujourd'hui, ton projet, c'est de continuer. Continuer pour avoir mes papiers. Lui vient d'avoir 18 ans, une majorité en cours de scolarité. Il lui reste 3 mois avant de passer son CAP. Légalement, il pourrait se voir notifier une obligation de quitter le territoire français. L'avenir est incertain, mais ceci dit, ne remettons pas en cause pour 3, 4, 5 ou 6 mois, voire 1 an, tout ce qui a été créé, qui a été mis en place et qui a coûté aussi de l'argent sur les 2 années précédentes. Et ce coût, effectivement, en termes d'échec et de retour à la case départ, peut être catastrophique. La loi permet au département de prolonger la prise en charge. Ce sont les contrats jeunes majeurs, avec une rallonge budgétaire de 3, 6 ou 12 mois. Une étude au cas par cas, en fonction des résultats scolaires et du comportement. Le comportement, justement. C'est au foot aussi qu'il s'apprécie. Un moment important dans cette vie collective. Universel s'il en est, sur le terrain. Plus de différence. On se donne à fond pour espérer jouer des bons matchs le samedi et le dimanche. Depuis tout petit, je partais toujours au terrain pour jouer,
Parfois, regarder des matchs d'écran, j'ai l'amour de ce jeu, maintenant, je le pratique moi aussi. Et là, bon signal, on accélère. Hop! À chaque entraînement ou rencontre, ils retrouvent leurs camarades des communes du canton et visent les meilleures places des compétitions. On en a entre 20 et 25 gamins qui viennent de la fondation et qui sont avec nous et on est bien content de les avoir parce qu'on en a besoin pour avoir nos clubs. Sinon nos clubs n'existeraient pas et les gamins s'intègrent très très bien. On a certains gamins qui sont restés, il y en a qui partent et il y en a d'autres qui restent ici dans le coton parce que on leur trouve un peu le place, le travail, le logement, tout ce qui va bien. Voilà. Saisir leur chance, c'est leur espoir. Un ancien de la Fonda est devenu lui-même éducateur. D'autres, parmi eux, espèrent être repérés par un grand club de football. Combien de temps cette frontière franco-espagnole entre Irún et Hendaye, symbolisée par cette stèle, restera la route privilégiée des migrants entrés par l'Espagne? Impossible de le savoir, alors que les arrivées se multiplient en ce printemps 2019. Une immigration très polémique en France, mais les chiffres sont à relativiser. Car en 2018, selon Eurostat, notre pays a accueilli moins d'étrangers que la moyenne de l'Union européenne. En France, 75 migrants pour 1 million d'habitants. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt. Sur ce bonheur qui m'est donné, cette force qui jaillit de sa fragilité ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez mal être sous elle. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est. Elle est bien la divine amie, nous des visages et des souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh.